Bonjour à tous, merci aux organisateurs et surtout au professeur Sandrine Deltour de m'avoir invité à parler de l'AVC du sujet jeune. Alors je ne parlerai que d'infarctus cérébraux, pas des enfants, pas des thromboses veineuses et pas des hémorragies cérébrales. Donc je ne parlerai que des infarctus. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un infarctus du jeune? Ça dépend un petit peu de l'âge de l'orateur, puisqu'au début je considérais que c'était moins de 40, puis moins de 45, et finalement quand on voit les différents auteurs, jusqu'à moins de 60 ans, on peut être considéré comme jeune lorsqu'on fait un infarctus cérébral. Je ne parle pas d'autres pathologies ni dans la vie quotidienne. Alors l'AVC du jeune est certainement sous-diagnostiqué du fait de sa rareté. Il représente 10% de la totalité des infarctus cérébraux. Alors comme les sujets plus âgés, ils font des signes focaux d'apparition brutale, mais dans cette population, mais aussi chez les sujets plus âgés, il y a une méconnaissance des signes et symptômes évocateurs de l'AVC. Les sujets jeunes ont plus souvent un IH plus bas, avec un diagnostic qui peut être plus volontiers erroné. Dans une cohorte rétrospective qui portait sur des AVC de moins de 50 ans, eh bien on voyait que finalement, les AVC, les symptômes pouvaient être atypiques dans un quart des cas, fluctuants dans 14% des cas, et ils pouvaient également être progressifs, ce qui peut finalement porter à confusion pour penser à l'AVC qui normalement est un déficit neurologique brutal. Alors, ça sera un petit peu le fil conducteur de ma présentation, la différence entre les caractéristiques de l'AVC du sujet jeune versus le sujet plus âgé. Et on va commencer par les étiologies. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les dissections cervicales peuvent être une des causes les plus fréquentes d'infarctus cérébral du sujet jeune, qui peuvent avoir des symptômes révélateurs tels que des céphalées, mais également des signes focaux, en lien avec un infarctus ou une hémorragie méningée. Le diagnostic se pose par l'hématome de paroi et l'âge moyen de ces patients est de 44 ans, ce qui représente tout de même la première cause d'AVC du sujet jeune. Il y a des signes locaux qui peuvent être ces céphalées avec un traumatisme qui précède les jours, un traumatisme dans les jours qui précèdent les signes locaux. Alors un traumatisme qui est tout à fait banal, repeindre son plafond, porter un pack d'eau, faire un créneau, on le fait tous les jours. Donc ces patients ont quand même une susceptibilité sous-jacente. Et puis dans les heures ou le mois qui suivent, des signes ischémiques avec un traitement préventif qui peut être soit l'aspirine, soit les anticoagulants. Alors les cardiopathies emboligènes chez le jeune, c'est très rarement la fibrillation atriale, mais ça peut être actuellement le foramen ovale perméable qui peut être retenu après avoir exclu une autre cause comme étant la principale cause d'infarctus cérébral du jeune, avec une indication chez les sujets âgés de moins de 60 ans à fermer ce foramen ovale perméable dès lors qu'il est de gros calibre ou qu'il est associé à un anévrisme du septum interauriculaire. Ce qui est embêtant un petit peu dans cette population de sujets jeunes, c'est que dans certains articles, on va jusqu'à 60%, dans 60% des cas, on ne retrouve pas de cause, ce qui est toujours un petit peu embêtant pour les patients quand on leur dit voilà, vous avez fait un AVC, on n'a pas retrouvé la cause, et c'est extrêmement anxiogène pour eux de se dire mais finalement on se bat contre quoi? Alors vous allez voir que finalement on peut limiter ce taux d'infarctus cryptogénique dès lors qu'on fait un bilan étiologique extensif. Alors on parlait de cryptogénique, en 2014 on parlait d'ESUS. Qu'est-ce que c'est qu'un ESUS? C'est un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral, pour lequel on n'a pas retrouvé de cause, malgré un bilan étiologique standardisé. Mais cette définition a des limites, puisque dans la définition de l'ESUS, il n'y avait pas d'échographie transœsophagienne. C'est un groupe hétérogène, puisqu'il n'y a pas de sanction thérapeutique, on les met sous aspirine. Et on sait aujourd'hui que face à un patient qui a un infarctus cérébral sans cause, il faut vraiment traquer la fibrillation atriale. Et de ce fait, il y aura une sanction thérapeutique, puisqu'on mettra des anticoagulants. Cela dit, chez le jeune, la fibrillation atriale est très très rare, donc ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Alors, chez le jeune, par rapport aux sujets plus âgés, il y a des facteurs de risque un peu différents, des facteurs de risque liés au mode de vie, notamment la consommation d'alcool, de tabac ou de drogue, et c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement depuis plusieurs années, et notamment la consommation de cannabis dont je vais vous parler. Alors, on sait que l'incidence d'infarctus cérébral augmente depuis 25 ans, depuis 20 ans de plus de 25%, et peut-être certains auteurs estiment que cela pourrait être lié à l'utilisation des facteurs de risque tels que le tabac, l'alcool, mais également les drogues illicites. Alors là, je vous parle d'un patient que j'ai pris en charge en 2005 et qui me préoccupe toujours aujourd'hui. Vous voyez que quand on a une idée en tête, on persévère. C'est un patient de 21 ans, consommateur de cannabis et qui est hospitalisé pour un grand vertige en lien avec un infarctus cérébelleux.
pour lequel on fait un bilan étiologique exhaustif ou extensif qui ne retrouve pas de cause, mais sur son angio-IRM, j'avais noté à l'époque des rétrécissements des artères cérébrales supérieures, cérébrales postérieures et du tronc basilaire. L'angio-IRM étant un examen sans injection de produit de contraste lorsqu'il est réalisé en intracrânien. Et le radiologue m'avait dit, c'est des artefacts, je pense que ce que tu as vu n'existe pas. Et comme je suis assez têtue, j'ai persévéré et j'ai fait réaliser une angiographie cérébrale qui confirmait la présence de ces sténoses. Vous allez me dire, finalement, quel est le lien possible entre cette consommation et ces sténoses? Eh bien, ce patient, il était très particulier puisqu'il avait une angio-IRM 1 an auparavant, alors qu'il ne consommait pas de cannabis. Il avait eu cette angio-IRM parce que sa mère avait été victime d'une rupture d'anévrisme. Donc, il ne consommait pas de cannabis, pas de sténose, il fait son infarctus cérébral alors qu'il consomme du cannabis, il a ses sténoses. Eh bien, gentiment, on lui demande d'arrêter de consommer, et lorsqu'on fait le contrôle, eh bien, ces sténoses sont réversibles. Donc, l'hypothèse était que le cannabis avait pu induire ces sténoses intracrâniennes qui avaient donné lieu à un infarctus cérébral. On m'a dit, c'est bien beau cette histoire-là, mais c'est impatient, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on a finalement mené une étude sur 2 ans au sein de l'UNV de Strasbourg, où on a fait un bilan exhaustif pour tous les patients victimes d'infarctus cérébral et âgés de moins de 45 ans. Et on a recherché s'ils consommaient ou non du cannabis à l'interrogatoire et en recherchant le cannabis dans les urines. Sur ces 48 patients de moins de 45 ans, 13 d'entre eux consommaient du cannabis. Et sur ces 13 patients, 10 avaient cette particularité d'avoir des sténoses intracrâniennes multifocales, comme le patient princeps que je vous avais montré tout à l'heure. L'association statistique était très significative, à un tel point que le statisticien m'avait dit « Franchement, c'est pas possible, tu as dû bidouiller les résultats, c'est absolument impensable ». Donc je suis têtue, j'ai poursuivi 3 ans de plus l'étude, je vous en parlerai juste après. Et la particularité de ces patients, ils font des sténoses surtout sur la circulation postérieure, et lorsqu'ils arrêtent de consommer, les sténoses sont réversibles. S'ils continuent à consommer du cannabis, et en particulier de la résine de cannabis et pas de l'herbe, à ce moment-là, les sténoses persistent. Lorsque l'on regarde sur 5 ans, qu'est-ce que ça donne? Sur 159 patients, eh bien, on retrouve dans un tiers des cas des sténoses artérielles. Et sur toute la cohorte des patients, 13 d'entre eux avaient ce syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, induit par des vasoconstricteurs que pouvaient être le cannabis, les vasoconstricteurs pour le nez qui sont d'actualité actuellement, et la consommation de triptan. Ce qui est intéressant à retenir finalement sur cette étude, c'est que 12% des patients uniquement avaient un AVC sans cause. Ça veut dire que quand on fait un bilan exhaustif, qu'on explore le cœur, qu'on explore les vaisseaux de façon attentive, qu'on recherche certains facteurs, on peut limiter la proportion d'infarctus cryptogéniques. Alors le cannabis, c'est la drogue illicite la plus consommée au monde, mais finalement, lorsqu'on fait une revue de la littérature pour voir l'association entre cannabis et AVC, il y a très peu de cas, à peu près 100. Alors on va dire finalement, comment ça se fait? Est-ce que finalement, vous, quand vous voyez un patient qui a un AVC, qu'il soit jeune ou non, systématiquement, vous lui posez la question de la consommation du cannabis? Pas forcément. Est-ce qu'on recherche systématiquement dans les urines? Pas forcément. Et spontanément, le patient ne va pas vous dire « Hier, j'ai fumé 3 joints et j'ai bu un peu d'alcool et je suis consommateur régulier ». Donc si on ne leur pose pas la question, ils ne vont pas forcément vous le dire. Ce que l'on sait dans cette population, c'est que ces patients sont des consommateurs chroniques de cannabis, ça veut dire au moins plus de 10 joints par mois depuis 3 mois. Ils consomment dans notre cohorte essentiellement de la résine. Je n'ai pas vu un patient qui consommait de l'herbe qui s'était compliqué d'AVC. Et ils consomment de l'alcool, ils ont fait une grosse fête dans les jours qui précèdent l'AVC. Sans doute que finalement ce faible taux de patients qui consomment du cannabis qui se compliquent d'un AVC est peut-être aussi lié à une prédisposition génétique et pour le moment on n'a pas la réponse à ce sujet. Il existe donc un lien temporel, c'est-à-dire le patient consomme et puis on décrit l'AVC, mais finalement ce n'est pas un lien causal. Il y a des facteurs confondants puisque quand il consomme du cannabis, généralement il le fume, associé à du tabac. Et dans les études, elles sont extrêmement hétérogènes puisque les patients ont des modes de consommation différents, une quantité différente et un délai différent. C'est pour ça qu'on a mené une étude qui s'appelle Canastroke, portant sur 300 patients au sein de, c'est un PHRC interrégional
au niveau des UNV de l'Est essentiellement. On a fini l'inclusion, donc 300 patients, infarctus cérébral de moins de 45 ans. Maintenant, j'aurais bien étendu à 55, mais malheureusement, c'était à l'époque, j'avais ce projet-là. 45, c'est peut-être un peu étroit. Et on note finalement un bilan très exhaustif. On recherche les toxiques, incluant cannabis, cocaïne et d'autres drogues. Et je n'ai pas encore les résultats puisque c'est en train d'être analysé. Alors, si on revient maintenant sur les traitements, on a parlé tout à l'heure de thrombolyse, de thrombectomie. Est-ce que les patients jeunes ont accès, au même titre que les patients plus âgés, au traitement de recanalisation? Bien oui. La thrombolyse IV, dans l'étude NINS, qui est l'étude Princeps, dans un quart des cas, les patients avaient moins de 60 ans, avec un meilleur pronostic. Il faut savoir que les patients ont plus souvent une thrombolyse IV que les patients plus âgés. Mais paradoxalement, on ne les prend pas tellement au sérieux puisque les délais sont plus longs. C'est-à-dire que le délai d'accès à l'imagerie et au RTPA est plus long. Malgré tout, le pronostic reste meilleur. Et dans une étude rétrospective, on voit sur 141 patients âgés de moins de 50 ans, bien presque 2 tiers d'entre eux étaient admis au-delà de 4h30. Donc c'est important, effectivement, de les prendre au sérieux, au même titre que les patients plus âgés. Qu'en est-il de la thrombectomie mécanique? Eux aussi, ils ont un bon pronostic, une meilleure qualité de vie que les sujets plus âgés. Et sur une sous-étude de l'étude MR-Clean, qui comparait les patients de moins de 50 ans versus plus de 50 ans, pour lesquels on a évalué l'intérêt de la thrombectomie mécanique associée à la thrombolyse IV versus la thrombolyse IV, bien finalement, on voit que les patients qui ont ranking entre 0 et 2 eh bien, ont plus volontiers moins de 50 ans versus les sujets plus âgés. Les sujets les plus jeunes ont une moindre mortalité et moins d'hémorragie intracrânienne symptomatique. Alors, qu'en est-il des conséquences? Bien sûr, la conséquence est aussi importante quand on est jeune que quand on est âgé, mais le sujet jeune, souvent, est en âge de travailler, donc il y a des retentissements socio-économiques dont il faudra prendre en compte, et une mortalité qui est moindre, mais qui, vous le verrez, est quand même non négligeable. Alors, le pronostic, il est meilleur chez le sujet âgé en termes de pronostic fonctionnel, mais il garde des séquelles invisibles, telles que l'anxiété, telles que la dépression, telles que des séquelles cognitives qui peuvent entraver la reprise du travail. Ils ont des besoins spécifiques en termes de rééducation, notamment neuropsychologiques, et puis d'accès au service à l'assistante sociale pour envisager la reprise du travail. La mortalité est non négligeable, puisqu'à 10 ans, 12% des AVC du jeune sont décédés. À 20 ans, presque un quart d'entre eux. Et le risque d'infarctus cérébral récidivant est d'autant plus important que l'AVC est sans cause. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'AVC sans cause, il faudrait traquer encore plus les causes peut-être plus rares afin d'éliminer ce taux très important d'AVC cryptogénique. Alors pour terminer, le retentissement socio-économique, il faut savoir que 2 tiers des AVC du jeune reprennent le travail à 1 an, mais seulement 20% à temps plein, alors que 3 quarts d'entre eux travaillaient à temps plein avant l'AVC. Que 1 tiers des patients jeunes ont repris le travail à 8 ans, que vous reprendrez plus volontiers le travail si vous marchez d'autant plus vite. Ça, c'est un facteur prédictif. Et que le retour du travail augmente avec le temps, avec des facteurs prédictifs tels que le fait d'être indépendant dans la vie quotidienne, d'avoir un déficit mineur et l'absence de troubles cognitifs. Donc, en conclusion, les AVC du jeune représentent 10% de la totalité des AVC. Les symptômes peuvent être atypiques, il ne faut pas hésiter à se poser la question et composer le 15. Les AVC cryptogéniques sont peut-être pas si fréquents, il faut traquer et regarder attentivement les vaisseaux intracrâniens et faire un bilan cardiaque exhaustif. Il faut penser au syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible et penser au cannabis, qui à mon avis occasionne des AVC de façon plus fréquente qu'on ne peut le penser. Les traitements de recanalisation sont efficaces mais avec des délais plus longs. Le pronostic est meilleur, mais les séquelles invisibles peuvent entraver la reprise du travail. Et je pense que des campagnes de prévention vraiment axées sur les jeunes manquent un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a lancé des campagnes de prévention pour la femme, des campagnes de prévention pour les sujets âgés, et de l'enfant également, mais je pense qu'il faudrait peut-être lancer des campagnes de prévention axées sur le sujet jeune pour qu'ils aient ces connaissances-là également. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci beaucoup Valérie. C'est vrai qu'on est frappé sur le cannabis par la fréquence de la consommation et puis le faible nombre de cas. Est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement être un des produits de coupe
Oui. notamment pour la résine de cannabis qui soit... C'est vrai que dans la résine, on peut retrouver n'importe quoi, des médicaments, des pneus, tout ce que vous voulez. Donc j'avais tenté d'analyser, c'est-à-dire qu'en fait, je demandais aux patients qui venaient victimes d'AVC de me rapporter des échantillons pour les analyser. Une petite anecdote, j'en profite, juste avant que vous mangiez. J'avais demandé justement aux patients de me rapporter un échantillon, et puis j'étais en train de faire la visite, je faisais une ponction lombaire et on me dit il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous. Ben attendez, je termine. Non, c'est urgent, c'est urgent. Donc le dealer m'avait donc rapporté de la résine de cannabis dans le service en me demandant si c'était de la bonne. C'était très embêtant. Voilà. Donc en fait, effectivement, au laboratoire de toxicologie, on avait essayé de trouver s'il y avait un composant commun qui pourrait être autre que le THC. Et on n'a pas retrouvé, en tout cas pour le moment. Mais par contre, j'avais aussi effectué des travaux sur le cerveau de rat avec du THC synthétique. Et il y avait vraiment un retentissement sur la respiration mitochondriale avec du stress oxydant et qui pourrait occasionner, en agissant sur la dysfonction endothéliale, ces sténoses. Donc on a également essayé de reproduire les sténoses intracrâniennes chez le cochon. Et on a réussi, c'est du THC synthétique, donc le cochon ne fume pas. En tout cas, on ne l'a pas fait fumer. Mais on a pu reproduire effectivement un AVC vertébro-basilaire en injectant des doses croissantes de THC. Donc je pense quand même qu'il y a sans doute le THC qui est responsable. Et maintenant, de plus en plus, il y a le THC synthétique qui est de plus en plus utilisé. Et on retrouve des cas dans la littérature d'AVC secondaire au THC synthétique. Alors oui, je pense que tu as raison. Peut-être il y a des produits dans la résine de cannabis. Mais pour le moment, je pense quand même que le THC pourrait être un des coupables, puisque dans l'herbe, il y a une proportion ou un pourcentage de THC beaucoup moins marqué que dans la résine. Donc attention, la résine, niet. Donc c'est bon pour l'herbe, en tout cas. C'est bon pour y aller pour l'herbe. Non, c'est filmé. Vous coupez, hein. Et dans la même veine, on a beaucoup de patients qui prennent. Oui, dans la même veine, on a beaucoup de patients qui prennent du CBD, donc isolé maintenant. Ouais. Ils achètent ça partout. Oui. Et donc le CBD ne serait pas incriminé dans ce. A priori, non. Pour le moment, il n'y a pas de cas. J'ai cherché parce que souvent les patients nous posaient la question de savoir est-ce que le CBD est toxique ou non. A priori, non. Peut-être un tout petit peu plus anecdotique aussi, on a des patients qui, souvent à visée antalgique ou pour des co-traitements de spasticité, etc., avant qu'on ait des expérimentations qui sont en cours là, avec la NSM, se procurer des huiles, et n'étant pas forcément fumeurs, se procurer des huiles. Oui. Est-ce que les huiles aussi... C'est pire. C'est 60% parce que c'est encore de plus THC. Concentré. D'accord. L'herbe, c'est 1-2% de THC. La résine, ça dépend du fournisseur, mais ça peut être de 5 à 10%. Et l'huile, c'est 60% de THC. What about hematological disorder screening? Ok, vous voulez savoir... because you mention a lot of different risk factors. What is important is the intracranial radiology, MRI or CT angiography, and to focus specifically on the stenosis that were located on the posterior circulation. Dans les cryptogéniques, quels sont les cas de AVC du sujet jeune liés à des problématiques hématologiques? Hématologique. It's very rare. There are less than 2% of the patients with hematological etiologies in this population. Sorry. Dans ces cas rapportés donc d'infarctus cérébraux et de prise de THC, est-ce que dans ton expérience, il y a également des infarctus autres, c'est-à-dire notamment, je parle d'un patient qu'on a actuellement dans le service avec des infarctus rénaux et des thromboses des iliaques. Alors les internistes nous disent que c'est très connu dans le cannabis par ailleurs. Dans ton expérience? Alors oui, l'équivalent de maladie de Burger, en fait, on peut avoir effectivement des patients qui ont des atteintes des artères périphériques et notamment des membres inférieurs. Ça, on en a vu, enfin nous, n'en avons pas vu, mais en tout cas, c'est décrit dans la littérature. Et des infarctus du myocarde, il y a beaucoup plus de cas rapportés d'infarctus du myocarde liés à la consommation de cannabis que d'infarctus cérébraux. Par contre, j'ai vu un seul cas d'infarctus cérébral associé à un infarctus du myocarde après consommation de cannabis. Souvent, ils n'ont pas les deux. Voilà. Oui. Pour revenir sur l'âge à partir duquel on considère les sujets jeunes, vous préconiseriez de faire le diagnostic jusqu'à quel âge? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire 55.
Mais c'est purement arbitraire et c'est parce que je m'en rapproche dangereusement. Plus de questions? Oui, pardon. Oui. Est-ce qu'ils reprenaient dans leur métier ou il y avait une reconversion? Parce que nous, on a remarqué que chez des personnes jeunes avec un haut niveau, enfin un métier extrêmement pointu, la reprise, elle était quand même beaucoup plus aléatoire parce qu'il y avait justement l'handicap invisible. Merci pour cette question. Dans le papier, c'est absolument pas stipulé quel était finalement leur métier antérieur. Ils disent juste finalement qu'il y avait 2 tiers d'entre eux qui reprenaient le travail, mais vous avez raison. On voit bien que c'est très très compliqué après un AVC, que le handicap soit moteur ou cognitif, de reprendre le travail avec son travail précédent. Oui, c'est vrai. Vous avez raison.